Voilà, Oui. écoute, on va démarrer. Je vous remercie pour votre présence à cette nouvelle rencontre d'Algérie en mouvement, les rencontres du Forum France-Algérie, consacrées à mouvement citoyen algérien, tout ce qui fait que l'Algérie avance vers la modernité. Et nous avons voulu, à l'occasion du 10e anniversaire de la révolution tunisienne, passer en revue l'évolution de la situation en Tunisie, qui est assez préoccupante au vu des dernières nouvelles et qui suscite bien sûr toujours un grand intérêt pour les Algériens. Nous avons voulu aussi voir de quelle manière la révolution tunisienne pouvait inspirer la transition démocratique en Algérie. Je disais que donc on a avec nous ce soir Sophie Bessis, qui est journaliste et historienne. Et rapidement, Sophie Bessis, si vous pouviez couper vos micros, super. Sophie Bessis, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Donc Sophie Bessis est, comme je disais, journaliste historienne. Elle n'est pas présentée, je pense, la plupart d'entre vous la connaissent. Et elle est notamment l'auteur d'un grand nombre d'ouvrages, dont une biographie de Habib Bourguiba. Elle a également reçu plusieurs distinctions, dont le prix littéraire Paris-Liège en 2015 pour La double impasse, universelle à l'épreuve des fondamentalismes religieux et marchands. Elle est également commandeur de l'ordre de la République tunisienne. Sophie Bessis est tunisienne, pour ceux qui ne le savent pas. Elle a donc écrit plusieurs ouvrages assez éclectiques, je dirais, avec un intérêt pour à la fois les problèmes alimentaires, les questions des femmes, également bien sûr toutes les questions de démocratie, les questions bien sûr d'évolution du cadre démocratique dans le monde arabe. Et son dernier ouvrage s'intitule Histoire de la Tunisie, de Carthage à nos jours. Il est paru chez Talandier en 2019. En fait, il est paru le 7 février 2019, ça exactement il y a 2 ans. Voilà. Nous avons également parmi nous Akram El-Khaït, qui est journaliste également, algérien, et bien sûr collabore avec le Monde diplomatique. Il est journaliste du Monde diplomatique, mais également avec Orient 21 et un certain nombre d'autres publications. Il est aussi chroniqueur au quotidien d'Oran et il est également l'ouvrage d'un certain nombre d'ouvrages, d'un grand nombre d'ouvrages, je dirais à peu près 12. Et c'est marrant parce qu'il a commencé à travailler sur la micro-informatique au début en Algérie. Pour le dernier ouvrage, je crois, s'intitule L'Algérie, un pays empêché, en sans question, paru chez Talandier également en 2019. Et je ferai défiler le lien vers les ouvrages de Sophie et de Akram que vous pouvez acheter en ligne sur le site de la maison d'édition Talandier. Voilà. Nous avons également parmi nous donc Lotfi Madani, qui est également journaliste, qui est basé à Tunis, qui est lié à Radio M, puisque je crois qu'il est président de la société d'édition qui gère Radio M. Il laisserait se présenter un peu plus en détail plus tard, pour savoir d'ailleurs, il y a peut-être aussi des ouvrages dont tu peux nous parler, Lotfi. Et j'ai invité également Jafar Lakhdari, qui est militant politique, pour nous donner commenter un peu sur la partie transition démocratique en Algérie. Voilà. Merci Jafar pour ta présence. Jafar est un membre actif du réseau NIDA 22. Voilà. Donc pour démarrer, j'aimerais qu'on commence avec ce qui se passe actuellement en Tunisie. Donc on a vu que la situation est tendue depuis quelques semaines en Tunisie. Il y a eu des émeutes sur fond de contestation sociale. Il semble que la police et l'armée aient utilisé la manière forte un peu pour empêcher ou contenir certaines manifestations, ce qui fait craindre à certains le retour à des pratiques autoritaires et peut-être la remise en cause de certaines libertés fondamentales, comme la liberté de manifester. C'est dans ce contexte qu'a eu lieu hier une marche à Tunis pour la sauvegarde des acquis de la Révolution. Cette marche a drainé pas mal de monde.
Je vais donc demander d'abord à Lotfi Madani qui est sur place de nous donner des nouvelles de cette manifestation tout en brossant de manière factuelle le tableau de la situation que vit la Tunisie depuis quelques semaines. Voilà, donc Lotfi, tu as la parole. Merci. Lotfi, micro. Je n'entends rien, il n'y a pas de micro. Excusez-moi, j'avais oublié de mettre mon micro. Oui, je disais donc hier, il y a eu effectivement une très très grosse manifestation au centre-ville de Tunis. Il y en a eu dans d'autres villes de Tunisie, mais particulièrement à Tunis. Ce sont des milliers de personnes qui se sont dirigées vers l'avenue Bourguiba pour, à l'occasion de la commémoration du 8e anniversaire de l'assassinat de Chokri Belaïd. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette manifestation? D'abord que c'est la plus importante depuis des années, probablement depuis 2014, je crois 2015. On n'a pas eu de manif aussi importante. La seconde remarque, c'est que le dispositif sécuritaire était extrêmement important, qu'il était disproportionné par rapport à la fois à la nature même de la manifestation, qui était pacifique et qui devait célébrer l'anniversaire de la mort de Chokri Belaïd, et disproportionné aussi par rapport à vouloir empêcher les manifestants d'accéder à l'avenue Bourguiba, et surtout il y a eu des agressions à l'égard de jeunes et à l'égard d'avocats, par exemple, d'un certain nombre d'avocats. Donc il y a eu, du point de vue de la répression et du système répressif mis en place, quelque chose d'assez nouveau hier, qui effectivement inquiète beaucoup les militants, notamment les militants démocrates ici, et qui inquiète un petit peu les jeunes qui ont rejoint la manifestation hier. Troisième remarque de cette manif, c'est qu'il n'y avait pas d'islamistes. Ça, on comprend que Nahda n'ait pas envoyé ses troupes, puisque Nahda est accusé d'être impliqué dans l'assassinat de Chokri Belaïd. Mais ce que je veux dire, c'est que des mots d'ordre anti-Ranouchi sont ressortis. Ranouchi, on les a entendus partout. Ça faisait des années qu'on ne les avait pas entendus. C'est ressorti hier. Et évidemment, on comprend que ces mots d'ordre-là ressortent, mais ça a été le parti de Nahda et Ranouchi ont été les principaux, comment dire, les cibles des slogans des manifestants hier. L'autre remarque peut-être qui est importante, c'est que alors que le parti de Abdel Moussi, le parti des Estoniens libres, Abdel Moussi qui est un peu l'égérie de l'ancien régime et qui est en hausse dans tous les sondages, qui mène une guerre contre Nahda, une guerre féroce, notamment à l'Assemblée, eh bien aucun des militants de son parti, ni elle-même, n'ont participé à la manifestation. Ça indique bien les positions, une prise de position très claire de la part de ce mouvement. Voilà, moi, les quatre, ce que je voulais retenir d'hier, la manifestation d'hier. On pourra parler un peu plus, peut-être, avec Sophie et Akram, de la situation tendue qu'il y a en Tunisie actuellement. Tu peux peut-être nous dire ce qui s'est passé depuis quelques semaines, rapidement, pour les auditeurs, les internautes, notamment algériens, qui ne suivent pas de près la Tunisie, franco-algérien. Allô? Pardon. Oui, parle-nous un peu de ce qui s'est passé les dernières semaines en termes de contestation, en termes de répression. Alors, pour les dernières semaines, bon, vous savez qu'il y a eu, alors sur le plan, puisqu'on continue sur les questions sécuritaires et enfin, questions policières, disons, il y a eu des émeutes à l'occasion de la célébration du 10e anniversaire de la Révolution dans toutes les villes de Tunisie. Des jeunes sont sortis la nuit, effectivement, il y a eu des casseurs, mais il y a eu des affrontements violents avec la police, et on estime actuellement à peu près 1000 jeunes qui auraient été arrêtés et qui sont en instance de jugement.
Bon, ces violences policières, ce sont les premières violences policières très très dures depuis 2012, hein, en gros. Et donc, on constate avec la Mali d'hier et avec les émeutes du 14 janvier, 14, 15, 16 juillet, que le système répressif, que le modèle répressif se remet en route au détriment du dialogue politique voilà. Donc ça c'est un signe très fort de ce gouvernement. On a un raidissement de Nahda qui est le parti dominant de la majorité parlementaire et donc de ce gouvernement. Et cela est significatif de l'état aujourd'hui du pouvoir, de la majorité en tout cas au pouvoir aujourd'hui, qui a du mal, qui n'arrive plus à traiter autrement que par soit la répression ou de manière dure son dialogue avec la société de manière plus générale. Je pense que c'est la première leçon qu'on peut en tirer. La deuxième, c'est de très lourdes tensions entre le président Kais Saïed et le Premier ministre, Mechichi, et donc la majorité parlementaire, bien sûr, avec, je rappelle très rapidement, un remaniement ministériel a eu lieu il y a une dizaine de jours. Ce remaniement ministériel a concerné 11 ministères. Les 11 nouveaux ministres ont été présentés au Parlement, ont eu l'aval, bien sûr, du Parlement, et ils devaient passer à la prestation de serment. La prestation de serment est convoquée, donc c'est le président de la République qui convoque les ministres à la prestation de serment. Et le président de la République a dit publiquement, hein, lors d'une réunion du Haut Conseil de sécurité, qu'il n'était pas d'accord avec ce remaniement, qu'il y avait des ministres qui étaient soupçonnés de corruption ou de conflit d'intérêts, et que lui, garant de la Constitution et de la lutte contre la corruption, il refusait de faire prêter serment à des personnes soupçonnées de telle infamie. Le Mechichi a voulu passer outre. Kais Saïed continue de refuser la prestation de serment. On est donc devant une crise politique et une crise institutionnelle, une crise de compétence des légitimités, celle du président de la République et celle du chef du gouvernement. Et à ce propos, les interprétations de la Constitution sont variées, même si la majorité des juristes disent que le président ne peut pas refuser la prestation de serment, mais néanmoins, les interprétations sont diverses et surtout, il n'y a pas de cour constitutionnelle pour trancher ce conflit. Et là, c'est encore une fois, à l'issue de la période de transition, qui a été un petit peu chaotique par certains aspects, on voit que l'incapacité de cette transition d'avoir mis en place l'ensemble des instruments de la transition, l'ensemble des institutions, dont la Cour constitutionnelle, qui est importante, eh bien là, on se trouve devant une impasse qui risque de nous mener à d'autres... à un tournant, à d'autres solutions qui seraient des solutions dans la rue, enfin on ne sait pas. C'est ça avec Sophie. Je pense qu'on reviendra sur les causes et l'analyse. Ce que je voulais là pour l'instant, c'est comprendre la situation d'un point de vue factuel pour l'instant. Et j'aimerais que Akram nous parle un peu du côté de la socio-économique, un peu des causes socio-économiques qui sous-tendent un peu cette contestation. Enfin, moi, bonsoir à toutes et à tous. Non, la situation est la même, sinon pire, que ce qui prévalait il y a une dizaine d'années. C'est-à-dire que les raisons fondamentales et structurelles qui ont poussé les Tunisiens à se révolter en 2010, 2011, sont encore là. Et je pense notamment à la question du chômage pour la jeunesse. Je pense à l'activité économique atone, c'est-à-dire que la Tunisie, en 10 ans, n'a pas été capable de redynamiser son économie, faute d'investissements internes et externes. Il y a la question, bien entendu, factuelle immédiate, qui est cette pandémie qui impacte toutes les économies au monde, mais qui, pour le cas de la Tunisie, a achevé de mettre encore plus en difficulté le secteur du tourisme.
qui avait déjà beaucoup souffert de l'instabilité, des actes de violence, je pense notamment en 2013, 2014 et même 2016, 2017. Et donc, voilà, on a un pays qui est, je dirais, qui cherche un nouveau modèle économique, qui n'a pas résolu les problèmes de fond, notamment la divergence immense entre l'intérieur et la zone côtière, par exemple, et qui est, comme ça vient d'être dit, miné par des querelles politiciennes qu'on a du mal à suivre d'ailleurs, parce que il se passe toujours quelque chose, mais ça relève plus de l'ordre des conflits de personnes, des espèces de coups de théâtre, comme ce remaniement qui a mis un peu, qui a rajouté dans la tension entre le président et la majorité parlementaire. Et donc, à défaut d'avoir une vraie politique qui reconnaisse d'abord l'urgence de résoudre les problèmes économiques, c'est un pays qui s'enferre et qui a du mal à penser la post-transition, en tout cas la deuxième étape de la transition, voire la troisième. Je dirais aussi que la situation est inquiétante sur le plan financier, puisque la Tunisie pratique actuellement une sorte de cavalerie, c'est-à-dire qu'elle s'endette pour boucler les fins de mois. Donc, il y a des pays qui aident, mais de manière assez ponctuelle. Je pense notamment à certaines monarchies du Golfe et encore. Il y a le voisin algérien qui a débloqué quelques fonds, mais aujourd'hui, c'est plus du tout d'actualité. Et la question pour la Tunisie qui se pose, c'est comment assurer les financements dans les mois et les années à venir, ne serait-ce que que la machine, que la dépense publique puisse continuer à être assurée, sachant que le principal interlocuteur de la Tunisie sur cette question-là, c'est l'Union européenne, et qu'il y a une exigence qui reste maintenue de l'Union européenne, accompagnée par le Fonds monétaire international, c'est-à-dire une exigence de réforme structurelle, d'ouverture de marché. Je pense notamment à l'Europe qui continue, vaille que vaille, à demander aux Tunisiens d'ouvrir, de signer un complément à l'accord de libre-échange qui, lui, concernerait l'agriculture, comme si la Tunisie avait les moyens aujourd'hui et avait la capacité à faire jeu égal en matière de concurrence avec les produits européens. Donc il y a effectivement une conjoncture économique assez inquiétante qui ne répond pas aux attentes de la jeunesse, et il est normal, il était, depuis le temps que les gens le disaient, il était quasiment logique dans ce contexte politique délétère que la rue reprenne ses droits et que les Tunisiens et les Tunisiennes fassent entendre leurs voix. Ouais, merci Akram pour cet éclairage socio-économique mais également politique. Qui nous fait une transition vers, et je crois que Lotfi l'a déjà dit, vraiment les contraintes. Je crois qu'on a perdu. L'impasse politique dans laquelle le pays est plongé, l'instabilité en tout cas, avec 9 premiers ministres, 10 premiers ministres qui ont été en place depuis 2012. Sophie, quelle est ton analyse par rapport à ce que tu as entendu et ce que tu observes de la situation en Tunisie? Alors, je voudrais d'abord rebondir sur ce qu'ont dit Lotfi et Akram. Effectivement, nous sommes à un moment de blocage en Tunisie, de blocage politique, de blocage économique, de blocage social. Ceci est le résultat, bien entendu, des 10 années chaotiques qui viennent de s'écouler, mais on peut trouver certaines raisons de ces blocages, surtout sur le plan économique et social, dans la période antérieure à la révolution de 2011, dans la mesure où les agrégats économiques de la Tunisie avaient commencé à se dégrader à partir du début des années 2000. C'est-à-dire que le système clientéliste, rentier de la période Ben Ali, avait mis à mal les grands agrégats économiques. Mais évidemment, la situation s'est dégradée. Alors, pour des raisons politiques, pour des raisons économiques et sociales. Et je verrai, pour commencer, 2 raisons principales au blocage actuel. Commençons par la plus facile, d'une certaine façon. C'est-à-dire le conflit de légitimité entre
la présidence de la République et le chef du gouvernement. Pourquoi conflit de légitimité? Quand on lit bien la constitution tunisienne de 2014, la Tunisie n'est pas dans un régime semi-parlementaire, elle est dans un régime totalement parlementaire. C'est-à-dire que le chef du gouvernement et l'initiateur de la politique intérieure de la Tunisie n'a pas de compte à rendre au chef de l'État, mais dans ce régime parlementaire, il y a un conflit de légitimité dans la mesure où le chef de l'État est élu au suffrage universel. Donc il y a une double légitimité électorale, la légitimité de l'Assemblée, puisqu'elle est élue au suffrage universel, et la légitimité du chef de l'État, lequel est également élu au suffrage universel. Constitutionnellement, le chef de l'État a 3 prérogatives, pas plus. Les affaires étrangères, la défense et la sauvegarde de la Constitution. C'est tout. Donc, constitutionnellement, tous les débats, effectivement, il n'a pas à se mêler de la politique du gouvernement. Mais bien entendu, cette configuration institutionnelle s'inscrit dans une tradition politique, une culture politique qui est totalement présidentialiste, puisque nous avons eu, jusqu'à 2011, 2 régimes autoritaires, hyper présidentialistes, celui de Bourguiba et celui de Ben Ali. Et donc, chaque président, en fait, depuis 2014, c'est-à-dire depuis la promulgation de la Constitution, c'est-à-dire BGK celle-ci, sur un mode soft, on peut dire, parce que c'était un homme politique policé, et l'actuel chef de l'État, sur un mode beaucoup plus dur, essaye d'élargir le champ de leurs prérogatives vis-à-vis du chef du gouvernement. Et cet élargissement du champ des prérogatives ne peut aboutir qu'à des conflits. C'est le cas. Donc, le chef de l'État a des pouvoirs extrêmement limités et veut élargir son pouvoir et se mêle de tout depuis 1 an et demi qu'il a été élu, puisqu'il a été élu, à une belle majorité d'ailleurs, en octobre 2019. Par ailleurs, le chef du gouvernement, à la fois, essaie d'affirmer son pouvoir, mais bénéficiant d'une majorité extrêmement fragile, parce que le chef du gouvernement, vu la composition du Parlement, et n'a que des majorités de circonstances. Et c'est bien la raison pour laquelle, d'ailleurs, il est impossible d'échafauder un vrai modèle économique, pour reprendre la formule d'Akram, parce que les majorités sont des majorités parfaitement baroques. Un jour, on s'allie à un tel, un jour, on s'allie à l'autre, et on essaye d'avoir le maximum de députés pour faire passer son gouvernement. Lesquels députés, lesquels blocs parlementaires sont des blocs parlementaires qui ne sont animés, qui sont animés par des idéologies pour les uns, mais qui n'ont aucune vision, rigoureusement aucune, de l'avenir possible du pays. Alors, je prends un exemple. Si le dernier gouvernement Méchichi, il n'était d'ailleurs pas obligé de passer devant le Parlement. En réalité, constitutionnellement, puisque c'était un remaniement partiel, il n'était pas obligé de passer devant le Parlement, mais c'était une façon d'attaquer le chef de l'État en disant « moi j'ai la légitimité parlementaire ». Voilà. Et donc, il a été soutenu par un Narva, alors qu'il y a quelques mois, il n'était pas avec un Narva, il est soutenu par une espèce de conglomérat, je n'ose même pas dire une coalition de partis, et cela change. Dans le contexte, depuis octobre 2019, d'une droitisation très grande de l'Assemblée. Droitisation très grande de l'Assemblée, car quand on regarde quels sont les principaux blocs parlementaires à l'Assemblée, le bloc Qalb Tounes, qui est un bloc, le bloc de Nabil Karoui, bon, qui, vous le savez, est soupçonné de blanchiment d'argent, de fraude, et qui est actuellement en prison d'ailleurs, pour toutes ces raisons-là. Bon. Ensuite, le bloc de Narva, qui n'est pas majoritaire, mais qui est le premier bloc. Et sur la droite de Narva, nous avons un parti que l'on pourrait qualifier dans un pays comme la France d'extrême droite, qui est le parti Khelef Karama, qui est un parti salafiste, qui a une vingtaine de députés, ce qui n'est pas négligeable, et qui sont les déçus de la base la plus dure de Narva, qui a voté pour Etilef Karama. Et ensuite, nous avons quelques partis. Ça, c'est la première chose. Donc, un brouillard politique total. Brouillard constitutionnel, dans la mesure où, effectivement, personne ne peut dire la Constitution, puisque la Cour constitutionnelle, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas été nommée? Parce que
En particulier, le parti Ennahda voulait avoir une cour constitutionnelle à sa main et a bloqué la nomination des juges, puisque certains doivent être nommés par l'Assemblée, d'autres par le président de la République, etc. Donc, des majorités qui ne sont pas des majorités, qui ne sont que des majorités de circonstances. Maintenant, revenons un peu plus loin sur les questions économiques et sociales. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en 2011, en Tunisie, il y a eu 2 révolutions et pas une. Et c'est de là que partent tous les malentendus. Qu'est-ce que je veux dire par là? La révolution a commencé le 17 décembre 2010 avec l'immolation de Mohamed Bouazizi. C'était une révolution sociale, la révolution de la dignité. Dignité, travail, emploi, démarginalisation des régions les plus précaires, des régions intérieures, etc. Et puis, c'est greffé sur cette révolution, sur cette première phase, une révolution politique, qui a été une demande de démocratie, de changement de régime, avec l'arrivée des grandes villes et d'autres couches sociales et d'autres acteurs politiques et sociaux dans la contestation. Donc il se trouve qu'en 2011, tout le monde était d'accord sur une chose, la fin de la dictature et le renvoi de Ben Ali. Et personne n'était d'accord sur l'après. Qu'est-ce que s'est-il passé? C'est que la révolution politique, la révolution institutionnelle a pris le pas sur la demande sociale. Et donc on a eu une vraie révolution politique avec un débat constitutionnel extrêmement important, une demande de démocratie, une nouvelle constitution, laquelle, mais c'est un autre sujet, est extrêmement ambiguë sur un certain nombre de thèmes, ce qui n'arrange pas les choses, et que donc cette nouvelle constitution, ce nouvel appareillage politique, comme je vous le disais, extrêmement hétéroclite, hétérogène, avec des forces tout à fait hétérogènes, a laissé tomber la question sociale, complètement. C'est-à-dire que toute la vie politique du pays s'est focalisée sur la transition politique et a laissé tomber la question sociale. Et vu la politique d'un certain nombre de partis, cette question économique et sociale n'a cessé de se dégrader. Pour une raison, par exemple, puisque Akram parlait de la dégradation des comptes publics, pendant ce qu'on appelle le gouvernement de la Troïka, qui était dirigé par le parti Ennahda entre octobre 2011 et décembre 2014, eh bien, le parti Ennahda a recruté des dizaines de milliers de gens pour se créer une base sociale de fonctionnaires dans la fonction publique et le secteur public. Aujourd'hui, le secteur public et fonction publique ensemble, les salaires absorbent plus de 15% du produit national brut. C'est-à-dire que c'est une situation qui n'est pas gérable. Et comme le disait Akram, on ne cesse de s'endetter pour payer les salaires, pour fonctionner, et non pas pour investir. Et donc, la situation économique et sociale n'a cessé de se dégrader pour des facteurs intérieurs, essentiellement également des facteurs extérieurs, les attentats, la faillite du tourisme, etc. Et donc, eh bien, il y a eu un phénomène de paupérisation relative de la population, pas de paupérisation absolue, mais de paupérisation relative, surtout dans les régions dans les régions marginalisées et dans les quartiers populaires des grandes villes, qui sont en fait des excroissances régionales des régions marginalisées. Et un jour ou l'autre, il fallait que ça éclate. Et ça a éclaté. Et aujourd'hui, effectivement, on est devant une révolte. En quoi elle est à la fois logique, parce que il n'y a eu aucun mieux-être pour les catégories sociales et les régions les plus marginalisées, mais il n'y a pas eu de prise en charge politique de cette révolte. Pas de prise en charge politique, c'est-à-dire que il n'y a plus de gauche en Tunisie, il faut bien... En tout cas, il n'y a plus de gauche parlementaire. Hier, elle était dans la rue, ce qui est rassurant, mais au niveau parlementaire, il n'y a plus de gauche et il n'y a plus personne aujourd'hui pour prendre en charge politiquement, pour donner une réponse politique à la question sociale. Donc aujourd'hui, je ne vois pas tellement comment les forces politiques actuelles pourraient y répondre. Et comment y répondent-elles? Eh bien, par un surcroît de répression. Effectivement, la répression des dernières 3 semaines, on n'avait pas vu ça depuis 2013 en Tunisie. C'est-à-dire que les manifestations ont manifesté. La dernière répression, c'était les manifestations de Siliena en 2013. Depuis 2013,
eh bien, dans toutes les manifestations, les forces de l'ordre se tenaient à carreau. Donc là, c'est une nouveauté extrêmement importante, ce qui montre ce qui est une manifestation, un symptôme de l'impuissance du gouvernement actuel à prendre en charge les problèmes qui se posent à la Tunisie. Merci Sophie, merci. C'est très complet. Moi, j'aimerais qu'on mette l'accent plutôt sur les questions institutionnelles, sur peut-être la faiblesse originelle des institutions tunisiennes, des nouvelles institutions tunisiennes. Il y a débouché sur ces blocages-là, parce que de façon plus facile et le parallèle avec ce que devrait faire l'Algérie ou les erreurs que ne devrait pas commettre l'Algérie. En tout cas, on a là un laboratoire de la transition démocratique. Et oui. Attention, si je puis me permettre, pardon, excuse-moi, si tu me redonnes la parole. La Tunisie est un cas singulier. Elle a une histoire singulière qui se différencie de l'histoire de ses voisins depuis longtemps. Et donc, je pense que, bien entendu, il peut y avoir des correspondances, il peut y avoir d'abord, je crois, des dialogues entre les forces politiques progressistes de ces pays, mais la Tunisie ne peut pas servir de modèle. Je donne un exemple, par exemple. Je sais que les amis algériens discutent de la possibilité de convoquer une assemblée constituante. Je sais que c'est un des lieux du débat dans le Hirak. Pourquoi, en 2011, les Tunisiennes et les Tunisiens ont demandé une assemblée constituante? Parce que le mot de constitution en Tunisie, depuis 2 siècles, est au cœur du débat politique. C'est un symbole de la politique extrêmement fort en Tunisie. C'est-à-dire que la Tunisie a promulgué en 1861 la première constitution arabe, qui était une esquisse de monarchie constitutionnelle. Bon, elle a été très peu appliquée, bien sûr, puisqu'elle a été suspendue en 1964, mais donc, constitution en 1961. Et depuis, et à partir du début de l'époque coloniale, tous les partis politiques nationalistes ont demandé l'application de cette constitution. Le premier grand parti politique nationaliste créé en 1920 s'est appelé Destour, parti constitutionnaliste. Quand Bourguiba a créé son parti en 1934, il l'a appelé Néo-Destour, nouveau parti constitutionnaliste. Et les grandes manifestations anticoloniales pendant la période du protectorat en Tunisie ont réclamé l'application de la Constitution. Donc la Constitution en Tunisie est un symbole extrêmement fort, ce qui n'est pas le cas de l'Algérie. Il n'y a pas ce rapport à la Constitution. La Tunisie est un pays de juristes aussi, il ne faut pas oublier. L'école juridique constitutionnaliste en Tunisie est extrêmement Sophie, j'entends bien ton point. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a demandé à Jafar Al-Khdari, qui va se joindre à nous tout à l'heure, parce que c'est une des personnes justement qui se battent pour mettre en place l'Assemblée constituante. Ne sont pas les mêmes, voilà. Oui, non, je comprends tout à fait, mais on peut quand même, on est en train, Sadr aussi nous parlera des transitions démocratiques, on observe aussi ce qui s'est fait dans le monde, ce qui se fait actuellement, et ça peut quand même nous donner quelques idées, mais on est totalement d'accord qu'on est face à 2 situations assez différentes, tout à fait. Akram, avant de donner la parole à nos invités, est-ce que vous pouvez réagir? Akram d'abord, et puis l'autre fille. Oui. Je voudrais réagir sur les leçons qu'on peut tirer. Alors effectivement, Sophie a tout à fait raison sur la question de la Constitution, même si, bon, maintenant ça fait, l'Algérie va avoir 60 ans qu'elle est indépendante l'année prochaine, et c'est vrai que la Constituante, c'était aussi une revendication de l'indépendance, hein. Le Front des Forces Socialistes s'est fondé là-dessus, et puis ensuite, on a eu une récurrence, mais c'est vrai, il n'y a pas le même formalisme et il n'y a pas le même rapport qu'on peut avoir en Tunisie par rapport à un texte de loi important. Moi, ce que je dirais, pour avoir observé donc cette période et en espérant que l'Algérie s'engage dans une transition, ce qui est encore loin d'être le cas, malheureusement. Je rappelle que nous sommes aujourd'hui en Algérie dans une situation où nous avons des gens qui sont détenus pour leur opinion. On a eu ce témoignage d'un étudiant qui a été arrêté, qui a été torturé, donc ça rappelle
ce qui s'est passé en octobre 88. Donc, on a encore du chemin à faire. Néanmoins, je me demande si l'une des choses qu'on pourrait prendre en considération concernant la Tunisie, c'est, et puisque c'est un pays de juristes, je pense que il est dommage peut-être que la Tunisie n'ait pas réussi à abroger dans l'immédiat, dans l'euphorie de la révolution et du départ de Ben Ali, certaines lois qu'on dit scélérates. Je pense notamment aux lois qui pénalisent la jeunesse sur la consommation, par exemple, de cannabis, et qui sont aujourd'hui à l'origine de drames absolus, c'est-à-dire que des jeunes se font condamner à des peines de prison absolument effroyables pour ça. Et donc, nous avons des lois en Algérie qu'on peut considérer sur le plan, je dirais, de la démocratie, des libertés humaines et des droits de la personne humaine, des lois scélérates. Et je pense qu'il ne faut pas faire confiance justement au long terme des transitions et essayer peut-être d'avoir en tête que si jamais on s'engage dans un cycle vertueux, il faudra se dépêcher d'abroger certaines lois qui sont, et d'en promulguer d'autres d'ailleurs, qui pourraient être des lois, je dirais, positives. Je pense notamment aux questions relatives aux droits de la femme, au statut de la femme. Voilà. Donc, moi, voilà, si je devais dire ça, c'est au-delà je dirais aussi de l'animation de la vie politique et de la vie non partisane. J'ai été favorablement impressionné par l'activisme des avocats, des syndicats, même si ce n'est pas parfait. Voilà, c'est quelque chose qui pèse et c'est quelque chose d'ailleurs qu'on retrouve au Soudan, puisque la situation soudanaise a évolué aussi parce qu'on a trouvé des mobilisations qui ne se limitaient pas simplement à la sphère politique, mais aussi aux corps de métier et aux organisations non gouvernementales locales. Merci Akram. Lotfi, on te laisse la parole. Et est-ce que tu peux un peu revenir aux racines un peu et disons aux premières années de la révolution tunisienne? Est-ce qu'il n'y a pas eu des erreurs de conception qui expliquent un peu et qui sont responsables un peu des blocages, de l'instabilité politique actuelle? Est-ce qu'on aurait pu faire les choses différemment? Et là, je rejoins un peu la situation en Algérie où on essaye aussi de faire en sorte qu'il y ait un équilibre. On a l'utilisation de la proportionnelle, ce qui n'avait pas été le cas en 91, pour essayer de disperser les forces politiques un petit peu, d'éviter qu'il y ait une trop grosse majorité, par exemple islamiste, dans le gouvernement. Ça a été aussi une cause, c'est une cause actuellement de difficulté. Vouloir faire en sorte qu'il y ait un équilibre entre la présidence et le Parlement, cette bicéphalie, je crois que la Tunisie paye aussi donc ce choix. Donc, quelle est ton appréciation de cette question? Il faudrait effectivement peut-être analyser un petit peu, essayer de caractériser plutôt que d'analyser, quelles sont les caractéristiques dominantes de la première phase de transition, c'est-à-dire 2011-2014. Je crois que c'est important, ça nous aidera à tirer des enseignements, peut-être même pour l'Algérie. Alors, à mon avis, ce qui caractérise cette première phase de transition, c'est d'abord, premièrement, que l'ancien régime, à travers une partie de ses élites, est partie prenante du lancement de la transition et entérine donc la disparition de l'ancien régime. C'est juste pour rappeler, par exemple, que à l'époque, donc, lorsque Ben Ali a tombé, c'est Mohamed Ranouchi, le Premier ministre à l'époque en exercice, qui a continué et qui a commencé à intégrer dans son premier gouvernement de transition des gens de l'opposition. Le président de la République par intérim qui a été élu, c'est Fouad Mbaza, une figure, je dirais, Sophie connaît bien, une grosse figure du régime d'Estorien. Et donc les premiers comités, ce qui a donné la haute instance de protection de la révolution, etc., c'est une commission d'experts et de juristes présidée par Ayad Belhachour qui a été mise en place sous le gouvernement de Ranouchi pour commencer à travailler sur une nouvelle constitution. Donc ça, c'est extrêmement important de le signaler. Sur une réforme de la Constitution. Accompagnement de l'élite de l'ancien régime.
La deuxième caractéristique, c'est très vite la tentation ou les tentatives de restauration de modèles de l'Ancien Régime, principalement celui du parti-État, au profit de l'hégémonie du parti dominant Nahda. Alors je voudrais juste rappeler que Nahda, très vite, a fait une alliance avec ce qu'on appelle enfin à l'époque on célébrait cette alliance entre des islamistes modérés et des laïcs modérés. Donc cette alliance entre Nahda et le parti de Monsab Marzouki et le parti social-démocrate de Mostafa Ben Jafar. Mais dans la pratique, dans la réalité, on va constater que Nahda a constamment cherché à imposer son hégémonie et a voulu instaurer la prééminence des institutions de fait aux institutions juridiques, c'est-à-dire aux institutions en place. Par exemple, c'est elle qui a fait que le chef du gouvernement, le Premier ministre, ou à l'époque ça s'appelait le chef du gouvernement, gouvernait moins que le président du parti Nahda. C'était davantage le Majlis Shura de Nahda qui délibérait plutôt que l'Assemblée nationale constituante. Et tout cela en mettant en place ce qu'on a appelé la petite constitution, c'est-à-dire cette organisation des pouvoirs publics qui remplaçait la constitution pendant cette période transitoire. La deuxième caractéristique qui me semble importante et tout, c'est que sur le plan de la violence légitime, c'est-à-dire que Nahda a fonctionné en voulant accaparer la violence, disons, les instruments de répression, en faisant des instruments informels à travers les ligues de protection de la Révolution, qui étaient des milices protégées par Nahda et que Nahda utilisait comme instrument de répression. Une troisième caractéristique, c'est pendant plusieurs mois, jusqu'en 2013 quasiment, c'est la tentative par Nahda du passage en force, de faire passer en force un projet de loi sur l'exclusion politique, c'est-à-dire qui excluait des pans entiers d'élites qui avaient travaillé avec le régime de Ben Ali. Là, je ne vais pas dans les détails. L'autre aspect qui est important, c'était peut-être l'allongement délibéré du mandat de la constituante, qui devait être d'1 an au départ, et le refus donc de Nahda de s'engager sur une feuille de route et un calendrier électoral contraignant. Ça a permis à Nahda de louvoyer et de mettre en place, dans les rouages de l'État sa main mise de manière forte. Et ça a permis de fourvoyer un peu le pays dans une crise des institutions de la transition. Enfin, il y a eu aussi la volonté de Nahda de pervertir les missions de la constituante en donnant le primat aux fonctions législatives à cette assemblée constituante, alors qu'au départ, c'était une assemblée qui devait d'abord rédiger la constitution. Nahda en a fait un instrument de législation en en faisant un parlement dans lequel il était majoritaire, bien sûr. Alors, tout cela, en fait, je ne veux pas aller dans d'autres détails, mais ça me semble des caractéristiques essentielles. Et tout cela reflète bien cette volonté qu'avait Nahda de construire un édifice institutionnel plus proche de ce qu'on appelle les régimes autoritaires compétitifs, c'est-à-dire des régimes autoritaires, mais avec un semblant de compétition et de pluralisme, plutôt qu'un système démocratique. Avec en parallèle cette volonté de captation de la rente révolutionnaire et la redistribution de cette rente révolutionnaire auprès de sa clientèle partisane ou de ses affidés. Et c'est là où on a vu la question notamment des indemnisations des anciennes victimes de la répression de Ben Ali, etc. Des recrutements. Et les recrutements dans la fonction publique. Les recrutements, etc., dont a parlé tout à l'heure Sophie. Alors, tout cela me fait dire que donc dans cette période de transition, le parti majoritaire, donc celui qui dominait le rapport de force politique à ce moment-là, a tout fait pour sortir des institutions de la transition et imposer soit son modèle, soit
soit son leadership en dehors des instances légitimes, etc. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que la croyance que dans les périodes de transition, la croyance que les règles constitutionnelles déterminent tout le processus politique, comme ça se fait dans les démocraties anciennes. Hein, en partant du principe que les institutions formelles vont contraindre l'action des acteurs politiques durant la transition, en fait, on perd de vue ce qui est très fort dans nos sociétés, que ce soit en Tunisie et peut-être encore plus en Algérie, les règles de jeu informelles. C'est-à-dire qu'elles peuvent se révéler plus prégnantes que les procédures légales ou légitimes. Et ces pratiques politiques, ces pratiques informelles, elles ont cette capacité de contourner, de neutraliser, de manipuler les institutions formelles. Et dans de tels contextes, je me dis que les solutions politiques sont moins, ou les issues politiques sont moins liées à l'ingénierie constitutionnelle elle-même qu'à l'organisation du pouvoir, et on a vu ce qu'a fait Nara dans la petite constitution d'abord, et au rapport de force sur le terrain politique. C'est pour ça qu'il me semble que, pour moi, que pour ce qui concerne par exemple l'Algérie, si on doit tirer les leçons de cette expérience, pour une transition en Algérie, une transition qui puisse avoir des chances de réussir, il faut d'abord réfléchir non pas à l'ingénierie constitutionnelle ou institutionnelle, mais d'abord voir comment on peut inverser les rapports de force politique sur le terrain aujourd'hui. C'est-à-dire comment faire que le rapport de force politique ne donne pas, ne livre pas la transition aux forces, soit à l'ancien système, soit à des forces, en Algérie on a peur des islamistes ou non-islamistes, ou à des forces rétrogrades, archaïques, etc. Il me semble que cette expérience de la Tunisie devrait nous amener à faire attention, à faire trop confiance à la construction strictement institutionnelle qui serait le garant de la réussite de la transition. Merci Lotfi. Tu nous fais une belle transition, puisque la dernière question que j'aimerais poser à Sophie et à Akram, c'est justement celle-là. C'est comment on aurait pu faire les choses différemment. Qu'est-ce qu'on a raté durant ces 10 ans et qui aurait pu permettre de réussir en quelque sorte la transition démocratique, la révolution tunisienne. Avant de passer la parole ensuite à Sadek, qui nous fera, disons ça, qui a travaillé pour Nebni sur le document sur les transitions démocratiques, qui a analysé 7 ou 8 transitions démocratiques dans le monde, et je vais montrer le lien tout à l'heure, et bien sûr Jafar par rapport à la constituante et la position des militants algériens. Donc Sophie et Akram. Pardon, juste avant de... Pour te dire simplement, Lotfi, le score c'est 1-0, hein, 1-0 pour l'instant, pour le PSG. Non, moi je rebondis sur ce que... Juste voulais dire qu'à la fin de 13, juste pour dire qu'en sortant des institutions, le dialogue, enfin ce qui a permis de sortir et d'aller vers la Constitution et de finir la première période de transition, c'est ce fameux dialogue du quartet, etc., qui s'est fait en dehors des institutions formelles qui avaient été mises en place. Et donc, c'est en fait un deal entre Ranouchi et Khaït Sebsi qui se sont rencontrés à Paris, ensuite avec le JT, etc. Je ne suis pas d'accord. Vas-y, Sophie, on te laisse la parole maintenant. Bien sûr, il y a eu ce deal, mais il faut quand même remettre le deal entre DG Khaït Sebsi et Rachid Ranouchi dans le contexte général. N'oublions pas tout de même que à chaque fois, depuis 2011, que le pays a été réellement menacé, la société civile s'est mobilisée. Et que s'il y a eu ce dialogue, s'il y a eu le quartet, c'est à cause de ce qu'on a appelé le I'tisam Rahil, c'est-à-dire 1 mois de manifestation devant l'Assemblée constituante, devant le Bardo, tous les jours, toutes les nuits, des milliers de personnes qui demandaient le départ du gouvernement de la Troïka. Parce qu'il ne faut pas oublier que les 2 partis dont parlait Lotfi ont monopolisé totalement le pouvoir. Et là, il y a des éléments extérieurs et des éléments intérieurs qui peuvent permettre de comprendre pourquoi le dialogue.
Les éléments intérieurs, c'est la mobilisation de la société civile. On a vu cette mobilisation d'abord quand le parti Ennahda a essayé de mettre dans le projet de constitution la complémentarité des femmes par rapport aux hommes. Il y a eu une manifestation monstre à Tunis pour demander l'égalité des sexes. Et donc, Ennahda a reculé. Et puis, il y a eu ce mois d'occupation de la place du Bardo devant l'Assemblée constituante. Donc, un rapport de force interne qui était défavorable à Ennahda. Là-dessus, il ne faut pas oublier le rapport de force externe. La situation s'est retournée sur le plan international avec le coup d'État militaire contre le régime Morsi. Le coup d'État militaire en Égypte du 3 juillet 2013 a fait très peur à Ennahda. Et Ennahda n'avait pas envie de se retrouver même si nous n'avons pas d'armée en Tunisie, donc les choses auraient évolué différemment. Mais à ce moment-là, Ennahda a une mémoire de la répression. Il y a cette mémoire politique. Ennahda a eu très peur et a compris que le temps du compromis était venu. Et depuis, en fait, Ennahda, il n'y a pas d'islamisme modéré. Ça, c'est une invention, c'est encore un oxymore inventé ailleurs que dans nos pays, d'ailleurs. C'est assez intéressant. Mais il y a deux types d'islam politique. Et il faut bien comprendre que c'est sur la méthode qu'ils diffèrent et non pas sur le corpus idéologique. C'est-à-dire, on arrive au pouvoir par la violence, ou on arrive au pouvoir par la voie démocratique. Et on instrumentalise la voie démocratique pour se maintenir au pouvoir. C'est la voie intelligente qu'a choisi le parti Ennahda. Donc, qui a utilisé et instrumentalisé les pratiques démocratiques. Et ce qui a manqué à la Tunisie, et c'est là, effectivement, l'autre a dit quelque chose de très important, que on n'a pas pu, en Tunisie, on n'a pas su construire, c'est un rapport de force. C'est un rapport de force. Il ne faut pas oublier que nos sociétés au Maghreb ont des éléments progressistes, mais que le fond des sociétés est un fond très conservateur. Il faut également sociétalement conservateur. Sociétalement conservateur. Et il faut faire avec le principe de réalité. Le principe de réalité, nous ne pouvons pas le changer. Et qu'est-ce qui se passe en Tunisie? Peut-être qu'en Algérie, je pense que là, il y a des ressemblances. La majorité des Tunisiennes et des Tunisiens sont d'accord, ils sont contre la dictature, pour la possibilité de choisir leurs gouvernants et de les révoquer quand ils ne donnent plus satisfaction. Ils sont pour des élections libres. Tout cela est un acquis sur lequel il y a un véritable consensus. Mais sur le plan sociétal, les clivages sont extrêmement importants. Et là, je réponds à Akram, c'est pour ça aussi que certaines lois n'ont pas été abrogées. Parce que, sociétalement, la Tunisie n'est pas prête à... il y a eu des discussions également sur l'article 1 de la Constitution au moment des débats, mais ça a été réglé tout de suite. Sur, évidemment, la situation des femmes, bien qu'il y ait eu des acquis importants depuis 2011, mais les résistances sont extrêmement importantes, et donc, les libertés collectives, il y a un consensus, les libertés individuelles, il n'y a pas de consensus. Il n'y a pas de consensus. C'est-à-dire qu'une partie de la société très conservatrice est à la fois le fonds électoral de Ennahda, mais pas seulement, le fonds électoral de partis, en réalité, qui sont sociétalement conservateurs et qui n'ont pas envie qu'on aborde ces questions-là. Donc, et donc, c'est pour ça que la construction du rapport de force est extrêmement difficile. Alors, il y a eu des maladresses, il y a le fait que, et ça c'est dû aux anciens régimes, depuis les années 1960, la fin des années 1960, les gauches dans le monde arabe ont été laminées totalement, et par la répression, et par l'impossibilité de trouver de nouveaux paradigmes idéologiques et politiques, ce qui fait que le rapport de force aujourd'hui est en défaveur, même s'il y a des mouvements importants, ils se battent, il n'y a qu'à voir la manifestation d'hier à Tunis, mais sociologiquement, la base sociologique de nos pays n'est pas en faveur d'une alternative sociétale, politique à des régimes qui
même s'ils sont démocratiques, demeureront profondément conservateurs. Merci Sophie, merci. On va laisser la parole à Akram pour. Akram, donc, est-ce qu'on aurait pu faire les choses différemment? On a raté pour réussir de manière plus satisfaisante que le résultat qu'on a actuellement. Bon, c'est une question très délicate parce que c'est toujours très difficile de juger a posteriori et même de délivrer des conseils a posteriori. Mais j'aimerais parler de quelle fut la position, je dirais, de la communauté internationale. J'ai pas la sensation que la Tunisie a été suffisamment aidée. C'est-à-dire que elle l'a été au plan politique, c'est-à-dire qu'on a bien vu justement quand il a fallu peser pour obtenir un compromis historique entre Nahda et d'autres partis. On a bien senti que les chancelleries occidentales étaient totalement mobilisées pour ça. On a bien senti que les messages qui étaient délivrés à Nahda étaient vous n'irez pas trop loin, attention. Et puis, bien entendu, comme l'a dit Sophie, ce qui s'est passé en Égypte, ça a donné encore plus de poids à ces mises en garde. Mais sur le plan économique, il y a un paradoxe à louer l'exemple tunisien dans un monde arabe aujourd'hui qui est malheureusement qui offre un panorama bien inquiétant et totalement dévasté. Si on regarde la Libye, la situation en Égypte qui est absolument horrible en matière de liberté, je ne parle même pas de la Syrie et du Yémen. Mais donc on a ce discours, ce leitmotiv au sein de la communauté européenne, notamment occidentale, mais l'Europe qui est quand même le premier partenaire économique de la Tunisie, qui consiste à dire la Tunisie c'est autre chose, ça se passe bien heureusement, et en même temps de ne pas avoir une proposition à la hauteur des enjeux, en termes financiers par exemple, en termes de crédit, en termes de projets d'infrastructure. On a bien vu comment les Européens se sont dépêchés, bien entendu en perdant de l'argent. Je ne veux pas dire que la reconstruction à l'est de l'Europe a été un modèle à suivre et que tout a été parfait. Néanmoins, il y a eu une mobilisation après la chute du mur de Berlin. Quelle que soit la nature des régimes, on voit bien que c'est imparfait, on voit bien Orban aujourd'hui en Hongrie, ce que ça a donné effectivement, mais il n'empêche, il y avait les fonds structurels, il y avait des projets tangibles, et ça n'a pas du tout été le cas pour la Tunisie. La Tunisie, alors il y a de l'argent pour les ONG, il y a une espèce et d'ailleurs ça façonne aussi la manière de réfléchir. Sophie disait tout à l'heure, il n'y a plus de gauche, c'est vrai, et en plus on sent bien que les élites tunisiennes qui sont dégoûtées de la vie politique et qui s'investissent dans les ONG, dans l'action de la société civile, eh bien pour obtenir des financements, il faut répondre à des cahiers des charges qui sont émis par l'Union européenne et quand on regarde ces cahiers des charges, on se rend compte à quel point ils sont décalés, justement, par rapport à la réalité d'une société conservatrice qui a d'autres priorités et qui demande de l'emploi et du développement. Et voilà, on serait aujourd'hui incapable de citer un projet économique emblématique que les principaux partenaires de la Tunisie auraient contribué à financer pour montrer qu'on était engagé dans une nouvelle ère. Et tout ça. Je t'interromps sur ce point-là parce qu'il y a aussi la question de la corruption. Est-ce que c'est pas bien sûr, et qui est devenue bien sûr, la corruption était là avant et elle est toujours là. Elle est toujours là. Mais bon, il y a des processus, je dirais. Des procédures. Il y a des procédures, il y a des règles. Et même si on sait, encore une fois, quand on discute avec les gens qui ont mené la reconstruction en Europe de l'Est, les gens savent qu'il va y avoir de la perte en ligne. Ils savent qu'il y a des fonds qui vont disparaître dans la nature. Malheureusement, ça se passe comme ça. Mais en tous les cas, au moins sur certains projets emblématiques, ça crée de l'emploi, ça désenclave des entreprises, ça donne une dynamique de changement et ça peut avoir un effet d'entraînement pour les entreprises locales. Ce qui n'a absolument pas été le cas aujourd'hui en Tunisie. Et la Tunisie en a été réduite à mendier de l'aide à ses partenaires et ses voisins, dont l'Algérie. Désolé Sophie, je vais laisser la parole. Merci beaucoup Akram. Mais il y a Sadek qui est là justement pour nous parler. Rapidement, vas-y. Bien sûr Akram. Mais la Tunisie, les gouvernements
successifs. N'oublions pas que depuis 2011, nous avons eu 400 ministres. Moi, je rigole pas, hein. C'est-à-dire, il y a, voilà. Donc, quelle politique peut-on faire quand en 10 ans, on a 400 ministres? Il n'y a eu aucune proposition. C'est vrai, là, l'Union européenne aurait pu s'impliquer davantage. Cela dit, la Tunisie a reçu une aide financière beaucoup plus importante qu'elle ne le dit. Et pas seulement, moi, ce que je reproche le plus à l'Union européenne, c'est de vouloir imposer son ALECA, en fait, c'est-à-dire de ne pas remettre en selle le principe de non-réciprocité des avantages. C'est là que la Tunisie pourrait gagner s'il y a une non-réciprocité des avantages. Mais la Tunisie a reçu pas mal d'argent. Elle a été incapable, non pas de proposer des projets. Je crois qu'on ne peut plus parler d'économie sous forme de projet aujourd'hui. Il faut proposer un programme. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Où est-ce qu'on veut aller? Quelle doit être la Tunisie de 2030, par exemple? Et 2030, c'est le court terme, pratiquement aujourd'hui, de 2040. Personne, en Tunisie, je dis bien, personne n'a une vision de quels sont les secteurs qu'il faut privilégier, quelles sont les régions qu'il faut privilégier, quels sont les recentrages qu'il faut opérer, quelles sont les réformes dans le tourisme qu'il faut faire. Personne n'a d'idée. Il y a un formatage libéral des élites économiques tunisiennes d'abord, où on prononce des mots magiques. La Tunisie doit être un hub, la Tunisie doit être une start-up nation. Mais voilà, alors on a comme ça des espèces de mots magiques, il n'y a rien derrière. Si la Tunisie avait un véritable programme, les gouvernements, certes, la Tunisie n'est pas en Europe, elle n'aurait pas bénéficié des mêmes fonds structurels, elle n'aurait pas bénéficié de ce dont a bénéficié la Hongrie, la Roumanie, etc. Mais elle aurait pu proposer quelque chose de cohérent. Elle ne l'a jamais fait. Il faut aussi Merci, Sophie. Une responsabilité. Merci Sophie, oui absolument, tu as bien fait de le signaler. Sadek, toi, avec ton regard, le regard que tu as sur les transitions démocratiques, l'analyse que tu as faite, quelle est ton analyse de l'évolution de la transition en Tunisie et comment ça pourrait inspirer l'Algérie si, dans certains cas, hein, compte tenu de ce qu'on a dit tout à l'heure sur les différences de situation. Bonjour tout le monde. Alors, je ne sais pas si je vous reparle de l'article ou si je vous pose directement une question qui me taraude au sujet de la Tunisie et de l'Algérie. Mais je vais peut-être commencer par la question. En fait, c'est que moi, l'impression que j'ai toujours eue, c'est que comme la Tunisie a montré une précocité politique par rapport à tout le monde arabe, dans le sens où on n'était pas loin des conditions de citoyenneté, en fait, elle avait un système d'intégration sociale, un système d'éducation, l'émancipation des femmes était très très bien avancé. Et qu'est-ce qui restait à achever? En fait, c'est juste le passage à l'expression et à la participation politique qui leur avait été refusé par Bourguiba et Ben Ali. Et de même, en Tunisie, et ça c'était l'un des principaux enseignements qu'on a eu dans le benchmark qu'on a fait sur toute transition, c'est ce qu'on appelle d'avancer progressivement, donc d'y aller de façon graduée. Et ce qu'on constate, c'est que la Tunisie, enfin, tout en relatif, hein, bien sûr, c'est que c'est une société qui quand même accepte d'évoluer progressivement par étapes, qui accepte le compromis et qui avance progressivement vers des objectifs démocratiques pour être fait en système. Et si je prends par exemple l'exemple de l'Algérie, on s'aperçoit que l'Algérie, par son histoire, ça a toujours été le chemin inverse. On s'est toujours inscrit dans la radicalité. C'est-à-dire que toutes nos victoires, on les a payées au prix fort. Toutes nos avancées, on les a payées au prix très fort. Donc, je voulais d'abord savoir si ça, c'était rédhibitoire pour l'Algérie, selon vous. Docteur, vas-y. Farid, ou je continue? Non, tu donnes ton analyse par rapport au travail que vous avez fait. Comment tu situes la transition démocratique tunisienne? Je sais qu'il y a eu des expériences réussies, il y en a qui ont vraiment débouché sur la démocratie. On a des petits soucis en Tunisie. Comment tu vois la Tunisie par rapport à tout ce qui a été fait dans le monde en termes de transition démocratique? Si je reviens donc à notre étude, c'est qu'on avait pris, on s'était posé la question à l'époque du Hirak au sein de l'EMNI. En fait, une question taraudée, c'est est-ce qu'il y avait un modèle de transition est-ce qu'il y avait aussi une espèce d'ingénierie de la transition, qui a réussi, qui a échoué, et on s'était surtout posé la question sur qui avait réussi.
Et donc, on avait commencé à identifier un peu les pays dits emblématiques. Et c'est vrai qu'on a choisi la Tunisie. Donc, on l'a considéré comme une transition qui a plus ou moins réussi, mais qui est dans la réussite. C'est-à-dire qui est dans le chemin de la réussite. Parce qu'en fait, ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est que la transition, c'est pas uniquement de banaliser les élections et de banaliser l'alternance, mais ça prend 20 ans, en fait. C'est de consolider les institutions. Donc, on considère que la Tunisie est encore en transition. La question qu'on s'était posée aussi, c'est comment se sont enclenchées toutes les transitions. Donc, on en a pris 8, comme je t'ai dit. On en avait pris en Amérique latine, on en avait pris en Europe de l'Est, les plus emblématiques. Et donc, comment ça s'est enclenché? Quel type de transition? Donc, on s'est aperçu qu'il y en avait 3. Et la Tunisie faisait partie, en fait, des rares transitions qui ont réussi, qui sont nées d'une révolution spontanée, qui sont nées de la chute d'un régime. En fait, on s'aperçoit que les transitions démocratiques qui se sont le mieux consolidées, ce sont des transitions qui étaient pactées, ou ce sont des transitions qui ont été gérées par le haut avec le régime sortant. Donc, il y a des exemples du Chili, du Brésil, du Mexique et de l'Espagne, par exemple. Autre chose, c'est qu'on s'était posé la question aussi si une transition devait passer obligatoirement par la réécriture d'une constitution. Et là, en fait, on s'est aperçu que non. Il y a plusieurs pays qui ont gardé leur constitution d'origine. Mais en fait, ils les amendent pour apporter une patine, je dirais, de liberté et de démocratie. L'autre constat qu'on s'est fait, c'est qu'en fait, chaque fois qu'il y a eu des transitions, chaque fois qu'il y a eu un leadership de transition, il n'a fait qu'un seul mandat. Et donc, aussi, on s'en est rendu compte avec Mazzuki qui a démissionné. En fait, souvent, soit ils démissionnaient, soit ils s'étaient battus, soit ils n'avaient qu'un seul mandat constitutionnel. Et de ce comparatif, en fait, on avait identifié un ensemble d'enseignements. Je vous en ai parlé, c'est donc ce qui nous a marqué, c'est en fait d'avancer graduellement à base de consensus. Et ça, pour nous, la Tunisie, ça a été une des transitions emblématiques dans ce domaine-là. Alors qu'elle était née d'une révolution spontanée, donc c'était pas forcément gagné. De même qu'il n'y avait pas de leadership en Tunisie. Alors que dans beaucoup de pays, il y a toujours une figure emblématique ou un leader charismatique. Je pense à Lech Walesa, je pense par exemple à Adolfo Suarez en Espagne, etc. En Tunisie, ce n'était pas trop le cas. L'autre chose aussi, c'était de bâtir la convergence la plus large possible. C'est ce qui nous a intéressé par rapport à l'Algérie, c'est-à-dire de dialoguer en interne et de dialoguer avec des gens avec qui on ne s'entend pas forcément. Ça a été pour nous le cas le plus intéressant, a été le cas tunisien. On a eu le cas polonais aussi, ou le cas en Espagne, on a dialogué avec les communistes. Mais en Tunisie, on l'a pris vraiment comme un réel enseignement pour l'Algérie. L'autre enseignement, c'est que la plupart des pays ont pris à bras le corps la question économique. Et là, en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que sur les 8 pays qui ont porté comme priorité absolue la politique économique, la Tunisie, ça n'a pas été le cas, et aussi les Philippines. Or, c'était les 2 pays qui ont eu ce qu'on appelle une transition par le bas. Donc, la plupart des pays, en fait, tous les autres pays qui ont géré la transition avec le pouvoir sortant ou qui ont géré la transition de façon pactée, ont mis en devant la question économique et ont mis en place un dialogue pour avoir une vision programmatique du pays économique et social. Ce qui n'a pas été le cas en Tunisie, c'est ce que j'entends. Donc ça, pour nous, on l'a mis dans la catégorie échec. Je ne sais pas si j'en tire une généralité de ça. Est-ce que les transitions qui ne sont pas pactées ou qui n'ont pas abouti à un dialogue avec le pouvoir sortant, finalement, le nouveau pouvoir qui est à la transition n'ose pas mettre en place des réformes économiques qui peuvent être impopulaires et donc mettre en danger sa transition. C'est une question que je pose.
Je fais vite. L'autre enseignement, c'était, on en a beaucoup parlé, c'était l'aide internationale. Nous, donc, en effet, on est d'accord avec Sophie, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu le coup d'État de Sisi et la crainte qu'ont eu Ennahda en Tunisie, on n'aurait peut-être pas abouti à la constitution de 2014. Et l'autre aussi enseignement qu'on a tiré, c'est que l'aide européenne est quand même significative dans le fait d'apporter une certaine forme d'ingénierie dans les nouvelles institutions tunisiennes. On pensait aussi à la commission de Venise. Et une des questions que je me posais, c'est la question qu'on se pose beaucoup en Algérie, c'est que est-ce que cette aide donc a été significative, et deux, est-ce qu'une frange de la population et des acteurs politiques tunisiens n'ont pas vu cette aide comme de façon, suspicieuse, c'est-à-dire comme le bras armé du régime change pro-occident, enfin américain. Et c'est ce genre de... Nous, on bute sur ce type de questions en Algérie, c'est-à-dire qu'en fait, c'est très, très suspicieux, et donc, on aura... l'aide est improductive en Algérie. Enfin, on a l'impression que l'aide des pays, surtout occidentaux, serait totalement improductive. Suspecte, elle est suspecte. Oui. Et donc, on la considère comme improductive, nous démocrates. Oui, voilà. c'est ça. Merci Sadek. Jafar, ton regard sur l'expérience tunisienne, au regard de ce qui se passe en Algérie, de ton implication dans le mouvement citoyen, et surtout, je rappelle que tu es membre du collectif pour la souveraineté populaire et qui milite pour l'adoption d'une assemblée constituante en Algérie. Tout à fait. Alors moi, je vais dénoter par rapport à l'ensemble des commentaires que j'ai entendus ce soir, en disant qu'effectivement, une assemblée constituante est absolument nécessaire. Je vais expliquer pourquoi brièvement. Mais d'abord, je vais faire une remarque sur l'exposé brillant de Madame Bessis sur la situation tunisienne. Bon, c'est vrai, j'avoue que c'est consternant. C'est vrai que je ne cache pas que pour nous, la Tunisie n'était pas un modèle, mais quand même un exemple édifiant et encourageant. Et ce qu'on apprend aujourd'hui sur ce qui s'y passe est vraiment extrêmement inquiétant pour tous les démocrates, et en particulier les démocrates algériens. Donc, on voit bien les éléments. On a une crise multiforme qui existe partout, crise sanitaire, crise économique, crise sociale. Vous avez dit une chose importante, effectivement, la Tunisie, on a d'abord eu une révolution sociale qui s'est transformée en révolution politique. Alors en Algérie, justement, grande différence. C'est d'abord une révolution politique qui pourrait peut-être demain, même on pense qu'on en a les prémices, avoir un ingrédient social qui donnerait une autre dimension. Mais chez nous, c'est d'abord une révolution politique sur fond de la crise du 5e mandat. Donc, c'est bien pourquoi, d'ailleurs, la question des institutions, elle s'est posée de manière, flagrante, parce que la crise que nous avons vécue montrait la carence absolument dramatique des institutions, qui ont notamment le Conseil constitutionnel, qui existe, mais qui a validé une candidature farfelue. C'était déjà le cas en 2014 pour le 4e mandat. Et on a vu donc que toutes les institutions ne fonctionnent pas. Et quand on est dans une crise institutionnelle d'une telle gravité, bien entendu, il y a une refondation qui est nécessaire. Mais pour qu'une refondation puisse se faire dans un cadre, pour aboutir à une démocratie, eh bien moi je suis désolé, je suis de formation en Sciences Po, etc. Je ne connais pas d'autre méthode que l'Assemblée constituante. Et n'en déplaise à certaines analyses qui sont pas tout à fait exactes, d'ailleurs factuellement, je tiens à le dire, parce qu'elles omettent un fait fondamental, c'est que dans les régimes dont a parlé Sadek, les 3/4 disposaient en réalité d'institutions démocratiques avant les parenthèses des régimes autoritaires. Et ça fait une différence énorme, fondamentale. Que ce soit le Chili ou même en Europe de l'Est, etc., vous aviez avant des traditions d'institutions et de systèmes juridiques bien établis, et les régimes militaires ou totalitaires qui se sont installés ont mis entre parenthèses ces constitutions et ces régimes, et donc quand ils se sont effondrés ou quand ils sont partis par voie négociée, c'est le cas aussi de l'Espagne d'ailleurs, ou du Portugal, qui d'ailleurs soit dit en passant, a eu quand même une assemblée constituante, l'Espagne, et aussi le cas du Portugal, ils ont mis un terme à cette parenthèse et ils ont restauré l'ordre institutionnel qui prévalait. Mais dans le cas de la Tunisie et surtout le cas de l'Algérie,
Mais nous n'avons jamais eu à vivre cet exercice fondamental de fonder démocratiquement nos institutions. Excusez du peu, mais nous revendiquons le droit de le faire. Et c'est une vieille revendication qui remonte au mouvement national, et c'est pas seulement une exclusivité tunisienne. C'est dès les années 20, le mouvement national, le Congrès national avait exigé de mettre en place une assemblée constituante. Le GPRA, en tant que gouvernement provisoire de la République algérienne, l'avait inscrit dans son programme, et bien entendu, ça a été avorté. Et moralité, les Algériens n'ont jamais eu la possibilité de désigner et de fonder eux-mêmes démocratiquement leurs institutions. Or, aujourd'hui, nous vivons une crise institutionnelle fondamentale. C'est ce qui fait, entre autres choses, que ce moment est aujourd'hui nécessaire. J'ajoute que nous avons des constitutions, mais ces constitutions n'ont jamais fonctionné. Pourquoi ? Parce qu'il y a une dichotomie entre un pouvoir réel et un pouvoir formel. Et derrière cette dichotomie, il y a l'enjeu fondamental parce que qu'est-ce que pose la question de l'Assemblée constituante ? Et je dis bien Assemblée constituante et pas Constitution. C'est la question de la souveraineté, c'est de savoir qui est souverain. Quand vous avez une Assemblée constituante élue, eh bien vous actez le transfert de la souveraineté réelle d'une oligarchie qui agit de manière informelle au peuple souverain qui va déléguer ses mandataires pour fonder une constitution. Voilà tout le vrai enjeu du débat sur la constitution. Et je suis d'accord avec ce qu'a dit Lotfi. Bien entendu qu'il y a des jeux politiques derrière, on n'est pas naïf. On sait très bien que tout ne va pas se jouer là-dessus. Mais c'est un moment essentiel, une fois qu'il est passé, qu'on a fondé des institutions, à ce moment-là, le jeu politique reprend. Quant aux questions sociétales auxquelles on fait allusion, en disant elle risque de bloquer, etc. Et c'est vrai qu'il y a une crainte, et nous la partageons bien entendu. Et il est évident que s'il y a un courant conservateur qui a une idéologie, alors moi j'ai pas la vision essentialiste de Sophie Bessis, parce que si c'est le cas, on a un vrai problème. Je pense que les mouvements conservateurs. Pas du tout essentialiste. Non mais je veux dire, non, mais vous avez dit les mouvements islamistes. Il n'y a pas d'islam modéré. Il n'y a pas d'islam modéré. Moi, j'appelle ça une vision essentialiste. C'est-à-dire que. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'islam modéré. J'ai dit qu'il n'y a pas d'islamisme modéré. Ça n'a rien à voir. Je m'explique. La question, c'est est-ce que ces mouvements référents islamiques peuvent rentrer dans un jeu démocratique ? Ça, c'est une question essentielle. Alors là, je suis à 100% d'accord avec vous. C'est une question qui est plus importante. Parce qu'en réalité, si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, la démocratie est impossible. Tout simplement. Peu importe qu'il y ait constituante ou pas constituante. Parce que même s'il n'y a pas constituante, admettons qu'on passe l'étape de la constituante et qu'on aille directement, par je ne sais quelle manière, directement une démocratie. Mais de toute façon, le problème se posera. Si c'est vraiment une démocratie, si vraiment on a des élections libres et que des partis à référent islamique, mais qui n'auraient pas abandonné leur projet théocratique, l'emportent, eh bien, on aura exactement les mêmes problèmes. Donc, ce n'est pas le problème de la constituante qui est un problème, c'est la question de savoir est-ce que oui ou non nous sommes prêts pour une démocratie. C'est ça la véritable question qui est en filigrane posée derrière la question de la constituante, mais que les gens n'osent pas dire explicitement. En réalité, la réticence par rapport à la constituante, c'est tout simplement la réticence par rapport à la démocratie. Il faut bien le dire. Et c'est vrai et je peux comprendre qu'effectivement, par rapport notamment à ce qu'on vit en Tunisie, il y a des gens qui disent peut-être qu'il faudrait des garde-fous. Peut-être que, d'ailleurs, je vous rappelle un expert qui est M. Larba, qui a présidé le comité d'experts qui a proposé la nouvelle constitution algérienne, l'a très bien résumé en une phrase. Il a dit une constitution, c'est fait pour des citoyens, ce n'est pas fait pour des croyants. Et il a résumé, je pense, le non-dit, l'arrière-pensée de beaucoup qui manifestent des réticences, non pas par rapport à la Constitution, mais tout simplement par rapport à un libre exercice démocratique réel. Bon. Notre opinion, et je pense que la Tunisie, malgré toutes les difficultés qu'elle vit, est engagée dans cette direction, c'est qu'en réalité, il n'y a pas une vision statique de la société. La société a profondément muté, même si elle a encore eu des aspects culturels conservateurs. En réalité, vous savez très bien que la féminisation, l'urbanisation, l'alphabétisation, tous ces phénomènes extrêmement, importants, qui ont complètement
modifier le visage de nos sociétés, sont les véritables moteurs de ces changements politiques. Alors bien entendu, on est comme dirait Gramsci, dans une dialectique de l'ancien et du nouveau. Les choses ne sont pas simples, bien entendu. Ces transformations sont si rapides que leur traduction politique et culturelle ne suit pas. Et on peut avoir des oxymores, des monstres politiques qui surgissent, et certains mouvements conservateurs l'expriment assez bien. Mais je pense que la tendance générale, et vous l'avez d'ailleurs très bien exprimé, Madame Bessis, c'est qu'il y a une volonté de prendre en main son destin, de choisir, c'est ça le fond du problème. Qu'est-ce que va dire une constitution? Elle va dire comment se répartissent les pouvoirs, comment s'équilibrent les pouvoirs, et elle va dire aux citoyens, c'est vous qui allez choisir. Qui allez choisir une assemblée. Si vous voulez un régime présidentiel, qui allez élire ce président, vous et personne d'autre. Et si ça ne marche pas, vous aurez toujours la possibilité de corriger. C'est ça. Et donc, sur ce plan-là, ça marque une rupture par rapport à tous les ordres traditionnels qui sont des ordres holistes, dans lesquels le choix n'est jamais donné aux citoyens. Parce qu'effectivement, comme l'a dit assez bien M. Rabat, le croyant vivant dans un univers traditionnaliste, etc., n'avait même pas idée de ce que peut être l'exercice de droit et politique. Voilà. Merci, Jafar. Merci. Je vais laisser l'occasion, parce que je chemine vers la fin de l'émission, donc à nos intervenants de réagir à ce que tu as dit, Jafar, et aussi de rappeler un peu ou de répondre un peu à la question sur quels enseignements pour l'Algérie. Donc, ces deux aspects, réponse à Jafar, et finir avec en quoi ça peut être utile pour l'Algérie, s'il vous plaît. Je commence par Sophie, ensuite Lotfi et Akram. Juste un mot, je vais être très brève. Simplement, moi j'ai toujours estimé, y compris à l'époque, durant la dictature de Ben Ali, l'islam politique les islamistes étaient férocement réprimés, et bien évidemment, qu'on le veuille ou non, qu'on soit d'accord avec eux ou pas, les islamistes ont leur place dans le jeu politique. On ne peut pas imaginer une démocratie dans nos pays si on exclut les partis islamistes. C'est absolument impossible. Alors, bien entendu, les islamistes, ce n'est pas qu'ils doivent faire partie du jeu politique, ils font partie du jeu politique. La question n'est pas là. Et c'est pourquoi j'insistais tellement tout à l'heure avec l'autre fille sur la nécessité de construire un rapport de force politique. Parce que ce n'est pas par la répression dictatoriale qu'on met fin à l'islam politique ou qu'on réduit le périmètre d'influence de l'islam politique, mais c'est par le jeu démocratique, j'en suis tout à fait convaincu. Donc, de ma part, de ce côté-là, il n'y a rigoureusement aucun essentialisme. Mais seulement, la nécessité de construire un rapport de force est extrêmement importante parce que ce n'est pas... Nous avons eu en Tunisie quelque chose de très intéressant. Le parti Ennahda avait son projet de constitution qui était pratiquement terminé. On le connaît, il a été mis sur la table en 2013. Et c'est parce que le projet de constitution du parti Ennahda a été mis sur la table qu'il y a eu cette occupation, etc., qui était un projet, évidemment, où la charia était un principe constitutionnel, c'est-à-dire qu'elle était source de loi, alors que depuis, dans la Tunisie indépendante, le mot charia n'est jamais apparu dans aucune constitution tunisienne, il n'existe pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas subliminalement une influence du droit positif musulman dans la loi. Bien sûr qu'elle est là, cette influence, mais elle n'a jamais été explicite dans les lois et dans la constitution. Le parti Ennahda voulait introduire, ne voulait pas l'égalité des sexes, qui maintenant, l'égalité entre les citoyens et les citoyennes est inscrite dans la Constitution de 2014. Donc, il y a des fondamentaux de la démocratie qui étaient menacés par le projet de constitution islamiste. Parce qu'à mon sens, là, on n'a pas du tout parlé de la question des femmes, il ne peut pas y avoir de démocratie sans égalité entre les citoyens et les citoyennes. Ça n'existe pas, une démocratie où tous les citoyens ou toutes les citoyennes n'ont pas les mêmes droits dans la sphère privée comme dans la sphère publique. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas négociable. Or, en Algérie, malheureusement, ça a l'air d'être négociable. Bon. Et donc,
c'est pour ça qu'il est nécessaire de construire un rapport de force politique, dans la mesure où, eh bien, le rapport de force politique a ciselé la constitution en Tunisie, parce que ce rapport de force politique a permis de refuser certains passages de la Constitution qui voulaient être imposés par les islamistes. C'est pour ça que c'est tellement important. Je ne dis pas du tout que les islamistes ne vont pas faire partie du jeu politique. Je dis qu'il faut y ait des forces politiques assez fortes pour pouvoir les contrer et contrer leur projet politique et leur projet de société. Par ailleurs, là où je suis d'accord avec vous, c'est que une révolution, ça a deux sens. C'est un événement et c'est un processus. En Tunisie, l'événement a eu lieu et le processus est loin d'être terminé. Et nous sommes aujourd'hui en Tunisie, je pense, sur une ligne de crête et on ne sait pas de quel côté ça peut tomber, mais les dés ne sont pas joués et heureusement. Merci Sophie. Merci Sophie. Je peux juste répondre, juste un petit point. Très rapidement alors. Très rapidement. Juste pour rappeler, bon là, bien entendu que, alors effectivement, il y a toutes les opinions, mais nous battons bien entendu pour le respect de la stricte égalité. Mais je rappellerai cependant qu'il y a eu des démocraties censitaires. Le suffrage universel est revenu tardivement dans les démocraties européennes. Quant au vote des femmes, je vous rappelle qu'il est revenu encore plus tardivement. Donc c'est pas si simple que ça. Il y a eu des démocraties, voilà, le sens il est plus ou moins ouvert. Bon, aujourd'hui, heureusement, bien entendu, nous sommes pour une stricte égalité en termes de droits civiques et même de tous les droits et de les étendre. Mais après, la question est comment gérer cette partie conservatrice. Je pense que cette question, elle existe en réalité, c'est ce que je voulais dire par essentialisme. Je ne pense pas qu'il y ait un particularisme important, si ce n'est en termes de retard dans le monde musulman. Dans le monde chrétien, il y a eu une mutation comme ça des courants chrétiens qui étaient fondamentalement opposés pour les mêmes raisons à la démocratie et qui se sont transformés petit à petit en mouvement conservateur ou en mouvement démocrate chrétien. Et je pense que c'est cet aggiornamento auquel nous assistons et qui est encore, mais qui va être long et complexe dans ces mouvements d'inspiration islamique. Et c'est d'ailleurs nécessaire pour qu'une démocratie soit possible. Merci. Akram, s'il te plaît, à toi là, donc si tu veux intervenir sur cette question, sinon vraiment sur la question de l'Algérie et en quoi l'expérience tunisienne peut être utile. Je vais lier les deux. Oui, bien sûr. Pour en revenir à cette question de la Constitution, d'abord, je ferai remarquer qu'effectivement, il y a des pays dans le monde qui n'ont pas de Constitution et qui s'en portent très bien. C'est-à-dire que la Constitution n'est pas obligatoire. La Grande-Bretagne, l'Angleterre ont un bréviaire de lois, de traditions, de traités, de jurisprudence qui font que l'état de droit existe. Common law. C'est le seul. Moi, je suis favorable je l'ai écrit il y a très longtemps, à une assemblée constituante, parce qu'effectivement, si on veut en Algérie marquer la rupture et rentrer dans la Deuxième République, parce que ce serait ça, en finir avec ce système qui n'arrête pas de se décomposer, mais qui continue à exister, mais tout en étant conscient des écueils. Et c'est en cela que l'expérience tunisienne nous intéresse. Je rappellerai, alors peut-être que je me trompe, mais moi, ma perception des choses, peut-être parce qu'on a été marqué au fer rouge pendant les années 90, mais pour moi, la Tunisie, entre 2011 et 2013, en tout cas jusqu'au moment où les gens se sont mis d'accord, d'une manière ou d'une autre, il y avait ce sentiment-là que la guerre civile menaçait ce pays, et sur des questions précises. Or, en Algérie, si on veut s'engager dans une constituante, au-delà du rapport de force politique qui sera indéniablement nécessaire, il y a ces questions qui vont polariser les passions. Et il faut être capable de les contrôler, ces passions. La question de la langue, elle est explosive chez nous, on va pas se le cacher. La question de la religion, elle est encore fondamentalement inscrite. On voit bien qu'on a une jeunesse, par exemple, qui est déchirée entre des forces antagonistes, qui veut la démocratie, mais qui est dans une dynamique parfois totalement conservatrice.
Il y a la question de la femme, comme l'a dit Sophie. Je veux dire, il va falloir poser les questions, et ça peut être dépassé à condition que on sache que ça ne sera pas une promenade de santé. Parce que c'est des dossiers, c'est des points, et je vais même aller plus loin, parce que si on est ambitieux, on peut aussi poser la question des droits des minorités, notamment les minorités sexuelles. Si on veut vraiment une démocratie à ce moment-là, si on veut vraiment rentrer dans le 21e siècle. Donc voilà, moi je suis encore une fois très favorable à cette question. Il faudra y arriver, certainement pas avec les députés qui sont en ce moment au palais Zérout, mais ayant quand même conscience que ce sera pas simple. Voilà. Et l'expérience tunisienne nous montre bien que ce n'est pas que ça se manipule. Non. Ton micro. Merci Akram, oui. Donc effectivement, l'expérience tunisienne, en tout cas, nous amène à être précautionneux et à comprendre que c'est un chemin ardu, que c'est un processus. Et comme disait Sader, on parle d'années, pour pas dire de décades, hein, pour réellement enraciner la démocratie. Il faut en être conscient. L'autre fille, s'il te plaît. Donc, c'est une réaction par rapport à l'Algérie. Toi aussi, tu connais bien la situation algérienne. Bon, très rapidement, pour reprendre ce que disait Jafar, où il a plusieurs fois parlé du 5e mandat de crise institutionnelle. En réalité, en Algérie, on n'a pas vécu de crise institutionnelle. C'est une crise politique avant tout. Il n'y a jamais eu de crise institutionnelle en Algérie en réalité, puisque les institutions elles-mêmes sont forgées, sont là pour servir un système politique que l'on connaît tous. Je ne vais pas revenir ici. Donc, ce n'est pas du tout une crise institutionnelle. C'est-à-dire penser qu'on va mettre en place un processus constituant, qu'il y ait une assemblée, que ça s'appelle assemblée constituante ou autre, peu importe, un processus constituant pour régler des choses qui relèvent d'une crise institutionnelle, à mon avis, c'est se mentir. Aujourd'hui, en Algérie, bien plus qu'en Tunisie, on vit une crise de système, c'est une crise politique, et tu l'as dit tout à l'heure, depuis 1958, en gros, depuis que le GPRA a été mis out par l'état-major, on vit une crise politique et une crise de système politique en Algérie. Bon, donc sans aller très loin, lorsque je parlais tout à l'heure de la nécessité d'instaurer un rapport de force, ce que le Hirak a montré, il a montré que, comme ça, c'est venu tout d'un coup, il y avait possibilité d'inverser le rapport de force sur le terrain pour aller vers des changements de système politique. C'est lorsque les conditions du lancement, c'est-à-dire lorsque les conditions politiques seront réunies pour dire au système ou pour signifier au système qu'il est en danger, qu'il ne peut plus tenir, à ce moment-là, on pourra commencer une transition. Tant qu'on n'a pas de rapport de force qui puisse indiquer au système qu'il ne peut plus tenir, qu'il est à bout, on ne pourra pas engager de transition. Parce que les tenants du système, on le voit très bien après le 5e mandat, après l'abandon du 5e mandat, on a bien vu comment le système a repris les choses en main. On voit bien qu'aujourd'hui, souvent dans la presse algérienne, on dit c'est encore pire, l'état des libertés, c'est encore pire que sous Boutef. Donc c'est pour ça que je dis, aujourd'hui, travaillons, afin que les forces politiques, que la société civile, le Hirak, je ne sais pas dans quelle forme, mais qu'on travaille à instaurer un autre rapport de force politique face au système. C'est la seule manière de lancer une transition qui puisse réussir. Si demain, le système propose, c'est ce qu'ils vont faire, allez, on va commencer une transition, d'accord, on est prêt à dialoguer, on va discuter, on va faire peut-être une transition ensemble. Si c'est fait simplement, si ça n'est pas fait à la suite d'un changement du rapport de force politique, ou en tout cas d'une inversion de tendance dans le rapport de force politique, c'est pas la peine, ce sera un marché de dupes.
Donc moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est que l'ensemble des forces politiques ou de ceux en Algérie, des acteurs qui veulent peser sur la configuration politique du pays, il faut qu'ils trouvent des formes de dialogue, de négociation, de consensus entre eux, etc., pour fonder un minimum commun, pour aller suffisamment fort demain pour dialoguer, pour négocier avec le système. Et la seule négociation, c'est quoi? C'est les conditions de son départ du système. Voilà ce que je dis. C'est pour ça que moi, j'ai pas de problème avec la constituante. Après, on pourra faire une constituante ou ça s'appellera autrement. Il y aura un processus constituant. Mais aujourd'hui, le vrai clivage, c'est pas ceux qui sont contre la constituante ou ceux qui sont pour. C'est encore trop tôt de poser pour moi, ce type de problème. C'est ce que je disais tout à l'heure. Comment réunir les conditions pour qu'on puisse demain avoir un débat serein autour de oui, pouvons-nous faire une assemblée constituante ou pas, ou faire un autre processus constituant. Ça se ferait dans des conditions de sérénité plus grandes. Voilà moi ce que je disais tout à l'heure. Il faut pas. Non mais on est d'accord. C'est le schéma qu'on propose. On est dans une révolution pacifique. C'est la grande différence par rapport à la révolution tunisienne. Le pouvoir ne s'est pas effondré. Il y a eu un vide politique qui fait que les transitions ont pu se mettre en place rapidement une constituante en Tunisie parce que le pouvoir s'est effondré. Mais ce n'est pas le cas en Algérie. Et deuxièmement, nous sommes dans un schéma de révolution pacifique, ce qui veut dire que nous cherchons effectivement à un moment donné une négociation, mais une vraie négociation pour un changement de système. Et ensuite, pourquoi je dis constituante? Parce que la constituante, ça va être le moment clé du réel changement de régime. C'est-à-dire le transfert de la souveraineté. C'est pas tellement les institutions, c'est le transfert de la souveraineté. C'est ça le point clé. Et c'est pourquoi une constituante est nécessaire à un moment donné. Mais c'est pas le préalable, je suis d'accord. Aujourd'hui, on peut pas dire comme ça, si aujourd'hui il y avait une élection, mais il est évident les dés seraient pipés, comme pour toutes les élections. Donc, on est bien d'accord qu'il faut un préalable pour qu'on puisse avoir des élections vraiment transparentes et honnêtes. C'est ça. Merci, Jeff. En tout cas, ce que montre la Tunisie, c'est que la constituante, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante pour garantir une stabilité du système politique et un développement du pays. Donc, je vais vous laisser chacun clôturer. On a eu une discussion très riche et je pense qu'on a réussi réellement à mieux comprendre ce qui se passe en Tunisie et également comment ça pourrait nous aider pour faire réussir une transition démocratique en Algérie qu'on appelle de nos voeux. Voilà, donc je commence avec toi, Sophie, pour le mot de la fin. Sophie. Je n'entends pas. Avec qui? Je commence par toi, je te donne la parole pour le mot de la fin. Oui, tout à fait. Moi, je formule un espoir, c'est que l'Algérie réussisse sa transition démocratique en s'inspirant, et je crois que c'était Sader qui disait tout à l'heure, nous avions fait la même chose en Tunisie en 2011, en tirant les leçons de toutes les transitions qui ont pu avoir lieu dans le monde, là où elles ont échoué, là où elles ont réussi, là où elles ont partiellement réussi. Nous avons tous et toutes les enseignements à tirer de ce qui s'est passé ailleurs. Et bien entendu, l'Algérie a intérêt à regarder ce qui s'est passé chez son voisin. Mais l'Algérie fera sa route toute seule. De toute façon, j'espère qu'elle arrivera à sa transition, elle arrivera à une transition qui inaugure une ère démocratique pour le pays. Et pour le Maghreb. Voilà. Merci. Et pour le Maghreb. Voilà. Akram. Oui, tu as raison. C'était ce que j'allais dire. Que dans tout ça, gardons aussi en tête même si ça relève de l'utopie, la question du Maghreb, qui est bien malmenée aujourd'hui. Frontières fermées, difficulté d'aller d'un point à un autre. Voilà. Il y a cet élément qui, à mon avis, est tout aussi important parce que c'est un peu le deuxième étage de la fusée. Et aucun des trois pays du Maghreb central ne s'en sortira à moyen terme sans vraiment une intégration. Forcément pas une intégration régionale au sens néolibéral ou comme celui que veut
dessiner le FMI ou l'Union européenne, mais quelque chose qu'on serait capable d'inventer à nous trois. Je parle du Maghreb central, Maroc, Algérie, Tunisie. Merci Akram. Jafar, un dernier mot? Oui, moi je dirais qu'effectivement le cas tunisien est extrêmement intéressant et important pour nous. Moi j'en retiens deux leçons, deux choses que nous négligeons pour l'instant et on a tort, il faut vraiment réfléchir dès maintenant à ça. Le premier, c'est avoir peut-être un programme économique, parce que l'économie c'est central. Et donc, il faut réfléchir à l'après-système, à un modèle, enfin, à un schéma économique soutenable et qui répond en particulier à la question sociale. Et sinon, on risque de graves déconvenues. Le deuxième, c'est qu'il y a quand même un problème institutionnel dans le choix tunisien, c'est qu'ils ont une instabilité politique institutionnelle qui vient aussi du choix qu'ils ont fait. Ils ont des élections proportionnelles pour un régime parlementaire et tout constitutionnel sait que c'est le régime le plus instable qui soit. Et quand on est dans un processus révolutionnaire, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Il y a des méthodes pour éviter ça, pour éviter un éparpillement au niveau du Parlement qui fait qu'on a un régime des partis très instable qu'a très bien décrit Sophie Bessis. Donc ça, moi, à mon avis, c'est les deux principales leçons que je tiendrai du cas tunisien, sans compter, bien entendu, le problème, disons, de ce mouvement qui s'intègre difficilement dans un schéma démocratique. Ça, c'est la quadrature du cercle de l'ensemble du monde musulman. Ça aussi, c'est un point, bien entendu, à observer. Sachant que le scrutin majoritaire, on l'a essayé en Algérie, ça nous a amené oui, bien sûr. convenu aussi en 92. Alors, donc, dans ce cas-là, trouver l'équilibre, c'est pas évident. Voilà. Tout à fait. D'accord. Sadek, un dernier mot? Il n'y a pas grand-chose à ajouter, juste que donc, je ne crois pas, comme en Tunisie, à l'effondrement du régime algérien, mais je crois à un changement des rapports de force. En tout cas, en faveur d'une frange plus démocratique, en faveur du Hirak, comme disait l'autre fille, et donc forcément, on ira droit. Enfin, on n'a pas le choix que de dialoguer une fois qu'on aura acquis un peu plus de rapports de force. Et je dirais, pour être beaucoup plus pragmatique et être, entre guillemets, cash, il faut directement dialoguer avec l'armée et ne pas se voiler la face, quoi. Donc, un dialogue face à face direct. Et être mais construire un rapport de force avant ça, un dialogue sans rapport de force, je crois que c'est une des conclusions, ça sert à rien. Voilà. Absolument. Effectivement, ils ont directement dialogué avec l'armée. C'est-à-dire qu'on ne se voit pas la face. Je crois que c'est maintenant acquis, même dans le Hirak et au sein des organisations comme Nida 22 et d'autres, je crois que ça c'est bien entendu. L'autre fille, on va te laisser le mot de la fin. Merci d'être resté avec nous malgré le fait que ton équipe favorite était en train de jouer là. Mais de toute façon, c'est deux. Hein. Mais il reste 30 minutes. On va te laisser aller voir la fin. Le mot de la fin, Atek Saha, merci beaucoup d'être resté avec nous. Non, très rapidement, malgré tout ce qu'on a dit sur les difficultés du processus de transition en Tunisie, c'est quand même, pour ce qui me concerne et parce que j'y vis, pour moi, c'est malgré tout, pour l'instant, c'est quand même une réussite sur le plan des libertés. Les Tunisiens sont en train d'apprendre l'exercice de la démocratie. Il y a deux choses merveilleuses. Les Tunisiens se sont familiarisés même avec deux instruments de la démocratie, deux instruments indispensables à la démocratie. C'est des médias libres et indépendants avec les imperfections, mais c'est vraiment des médias libres et indépendants régulés par une autorité indépendante, et c'est des instituts de sondage crédibles et performants et qui deviennent partenaires de l'observation et du monitoring du processus démocratique dans ce pays. Ça, c'est des choses qui sont même, en tout cas, c'est extrêmement... Et donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il faudrait qu'on arrive à convaincre tous les Algériens d'une chose très simple. On a tout essayé depuis l'indépendance. Le socialisme spécifique, régime autoritaire, régime islamo, machin, etc. Et si on essayait la démocratie un peu, ça n'a fait de mal à personne, sauf aux dictateurs. Voilà ce que j'aimerais qu'on dise. Merci, Lotfi. Écoutez, on retient que la démocratie et la transition démocratique, c'est pas un long fleuve tranquille, mais que par contre, je crois qu'il y a quelques acquis irréversibles. Et quand j'entendais les Tunisiens qui étaient interviewés et qui disaient « Jamais je ne pourrai revenir à la situation de Ben Ali après avoir goûté ça, c'est impensable », voilà, ça nous donne de l'espoir. Ce qui est sûr, c'est qu'on doit soutenir cette expérience pour la Tunisie, mais également pour le Maghreb. Voilà. Merci beaucoup.
pour votre présence. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Allez, au revoir. Merci. Allez, Au revoir. Au revoir. Ciao Sophie, ciao Jafar, Sada. Allez, merci Farid. Merci à vous. Ciao, ciao. Bye bye. Ciao, ciao.